Alors, lorsqu'on a commencé ce projet, et qu'on a commencé à faire des entretiens, il y a des choses qui nous ont rapidement interpellés. Euh, Ça a été dit ce matin, les modalités d'engagement sont forcément très, très diversifiées, d'autant plus que le sentiment d'être engagé ne correspond pas toujours à l'implication des jeunes dans des dispositifs connus. Hein. C'est-à-dire qu'on peut se déclarer comme étant engagé sans faire partie de ces dispositifs d'engagement qui ont été évoqués aujourd'hui, ce qui complique d'une certaine façon le travail des sociologues qui cherchent à repérer ou à définir quels sont justement ces jeunes engagés, qui ils sont. Et une des premières choses qui me marqué dans les entretiens, c'est qu'on partait du principe suivant, c'est que pour faire partie de l'échantillon, il fallait se déclarer soi-même comme étant quelqu'un d'engagé en faveur de la défense de l'environnement. Donc, il y avait j'ai envie de dire, ce critère de base de se définir soi-même comme faisant partie d'une catégorie. Or, une des choses qu'on se rendait compte, c'est que pendant les entretiens, cette définition de soi-même comme être engagé n'était pas parfaitement intégrée. C'est-à-dire que bien souvent, pendant l'entretien, il y avait des moments de doute, de remise en question. Est-ce qu'au fond, je suis vraiment une personne engagée? Première chose qui nous étonnait, puisqu'il semblait qu'il y avait une espèce de, j'ai envie de dire, de difficulté du moins à tenir le long d'un entretien le fait qu'on se déclarait comme engagé. L'affirmation de soi comme personne engagée semblait être problématique. La deuxième chose qu'on a vue rapidement, et ça nous a beaucoup étonnés, peut-être parce qu'on avait des a priori, c'est que lorsqu'on a posé des questions sur l'affichage de ces engagements sur les réseaux sociaux, on s'est rendu compte que les dispositifs techniques de mise en scène de soi n'étaient pas toujours simplement des façons de pouvoir exprimer simplement son engagement dans des nouveaux espaces, les espaces numériques. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on se définissait comme quelqu'un d'engagé, qu'on participait par exemple à des manifestations ou à des mouvements, qu'on allait s'afficher et s'affirmer sur les réseaux sociaux. Autrement dit, dans ce qui a été dit sur les espaces tout à l'heure, les différents espaces d'engagement, eh bien, on se rendait compte que le passage d'un espace d'engagement à un autre venait modifier finalement la position, la mise en visibilité et même la capacité à s'affirmer comme personne engagée. Alors, ça nous a questionné parce qu'on s'est dit que finalement, ben, dans chacun de ces espaces, il y avait probablement des contextes interactionnels qui faisaient que dans certains contextes d'interaction, ce n'était plus possible du point de vue des acteurs d'afficher son engagement ou de s'affirmer comme tel. Et comme on le sait, on est dans des sociétés dans lesquelles on passe en permanence un espace d'interaction à un autre, avec des regards différents, avec des situations différentes. Et pour ceux qui connaissent, par exemple, les théories d'Hartmut Rosa, eh bien, on est de plus en plus dans une société de l'identité situationnelle, et c'est-à-dire qu'en fonction des situations, on se définit un petit peu autrement, on fait d'autres choix, on s'affirme autrement. Alors, on s'est dit, là, il y a quelque chose à creuser par rapport aux freins qui pourraient exister dans différents contextes d'interaction. Et ça a été évoqué vers la toute fin par Valérie Becquet lorsqu'elle a dit, donné l'exemple de proviseurs ou d'enseignants qui vont quelque part invalider des tentatives de jeunes pour affirmer leur engagement. Et c'est ça qui nous a intéressés en particulier. Et c'est ce qu'on va essayer de voir. C'est-à-dire que peut-être, parfois, il y a des contextes interactionnels qui sont de véritables freins à l'engagement et que peut-être parfois les professionnels, les adultes en général ou d'autres jeunes sont, sans le savoir, eux-mêmes, non pas des leviers cette fois-ci, mais des freins à la capacité d'exprimer son engagement. Alors c'est important, la capacité d'exprimer son engagement, parce qu'on peut imaginer qu'il y a des jeunes qui ont un désir d'engagement, mais qui ne trouvent pas les contextes favorables à leur expression. Il existerait un certain décalage. Alors tout ça ne vient pas de nulle part, parce qu'il y a une définition lorsque on avait fait la recension de la littérature qui avait retenu notre attention, une définition qu'on connaît bien dans ce champ, c'est celle de Geoffroy Players sur l'engagement, et plusieurs étudiants ici connaissent bien cette définition aussi maintenant. Elle a retenu notre attention, et je vais vous la lire, je vais vous la rappeler.
parce qu'elle nous semble vraiment importante et elle a un peu dirigé nos choix méthodologiques. Alors, Geoffrey Players nous décrit ceci comme étant l'engagement. Il nous dit c'est un processus d'expérimentation. C'est un processus d'expérimentation créatif. Processus d'expérimentation créatif par lequel sont mises en pratique les valeurs d'un autre monde. Un processus d'expérimentation créatif par lequel sont mises en pratique les valeurs d'un autre monde au sein même des associations, les valeurs d'un autre monde au sein même des associations ou au cours de la vie quotidienne. Alors, cette définition est intéressante, c'est-à-dire qu'il y a une forme, moi je l'entends comme ça, il y a une forme finalement d'indéfinition des modalités. Les modalités ne sont pas complètement prescrites. Il y a une forme de possibilité d'innovation dans les façons de s'affirmer, dans les façons de montrer qu'on est engagé, dans ces façons de s'afficher. Il y a une forme de création. Il y a une forme de création, d'expérimentation. Et ça peut se passer dans des associations ou des groupes, dans des mouvements sociaux, mais ça peut se passer aussi au quotidien. Et donc, quand on lit cette définition, on se dit tout de suite que rapidement, le sentiment d'être engagé peut s'étayer à partir d'actions qui vont peut-être être complètement invisibles du point de vue de nos radars, de nos tentatives de repérer ce qui serait un engagement, et ça a été évoqué par Valérie Becquet juste avant. Donc, il peut y avoir une forme d'invisibilité, mais il y a un autre aspect qui me semble important, c'est que dans l'expérimentation créative, on peut voir ça comme un champ de possibilités, comme une forme évidemment de création, comme une forme même de possibilité d'innovation. Mais en même temps, dans cette idée d'expérimentation et de nouveauté, il y a toujours ce risque de l'invalidation. C'est-à-dire que les propositions d'expérimentation, les manières de s'afficher, les manières d'affirmer son engagement ne sont par définition, ou ne seraient par définition, jamais certaines d'être validées par les personnes en présence dans les différents contextes interactionnels. Vous avez une idée, vous avez un geste que vous voulez poser. Peut-être évidemment qu'à la maison, ce geste sera validé par les parents, mais si vous reprenez le même geste et que vous voulez le poser dans le cadre scolaire ou avec vos amis ou avec le groupe d'amis A et le groupe d'amis B, les choses risquent de ne pas se passer comme on voudrait que ça se passe. Donc, il y a différents espaces, mais c'est dans le passage de ces différents espaces l'un à l'autre que finalement il y a un risque qui devient lié à ces formes d'expérimentation créative. Alors, on peut se poser la question, mais dans ce cas, mais qu'est-ce que ça vient nous dire du processus d'engagement? Et ce matin, ça a été dit avec justesse, l'engagement est souvent vu par la négative, entre guillemets, c'est-à-dire on va dire, bah ouais, les jeunes sont moins engagés. Mais il y a une autre chose qui semble à questionner aussi, c'est que l'engagement est souvent présenté comme un processus ou une possibilité de se réaliser. On a parlé de financiarisation, mais sans devenir rentable. Du point de vue de l'identité, dans le sens commun, l'engagement, c'est quelque chose qui permettrait aux jeunes de se construire une identité, de s'engager de façon plus grande dans la société, bref, d'avancer sur le chemin de l'autonomisation. Or, quand on commence à faire des entretiens et qu'on discute avec des jeunes, on se rend compte que ce processus d'autonomisation à travers l'engagement est peuplé d'obstacles. Est peuplé d'obstacles parce qu'il y a quand même des mots et tout un champ lexical qui se révèle. La difficulté, le fait de ne pas être entendu, le sentiment d'insuffisance, chez certains l'épuisement, la fatigue, l'impression de ne jamais être à la hauteur, etc., etc., dans des termes d'ailleurs que dans le sens commun on connaît depuis quelque temps, par exemple, qui vont aller jusqu'au burn-out militant. Hein, c'est des mots qui sont employés par des jeunes qui sont engagés. Et c'est ça que j'aimerais qu'on questionne un peu. Je vais donner quelques éléments aujourd'hui pour qu'on puisse partager la parole, mais c'est un peu ça qu'on voulait creuser. C'est-à-dire, parlons du sentiment d'être engagé. Vous avez compris, là, on ne parle plus à la limite de l'engagement, mais du sentiment d'être engagé.
Comment on étaye ce sentiment? Ben déjà, c'est intéressant on procède par analyse inductive sur les entretiens. Sur le début de l'engagement, poser des questions, évidemment, des tentatives de définition très difficiles à donner de la part des jeunes eux-mêmes. Et il y avait deux choses qui étaient quand même assez intéressantes, c'est que d'un côté, vous aviez ceux qui nous disaient ceci. Je fais du tri à la maison depuis longtemps, depuis toujours, donc ce n'est pas une pratique engagée. C'est une pratique tout à fait banale et normale. Et donc l'engagement commençait pour ces jeunes lorsque les actions posées dans un cadre normal, banal, ils tentaient de les reproduire dans un nouvel espace, dans un nouveau contexte interactionnel avec une part de prise de risque. Par exemple, il y a du tri à la maison, on considère ça comme normal, on veut le transposer dans un autre espace, celui de l'école par exemple, ou dans sa colocation pour des jeunes adultes. Et là, on se frotte à quoi? Bien, on se frotte à ce risque de l'invalidation. Les autres ne sont pas nécessairement d'accord. Certains nous racontent se confronter à des moqueries, à des disqualifications dans les cadres interactionnels. Mais pour d'autres, pour qui la cause, et là on prend la cause environnementale, n'était pas quelque chose avec lequel ils étaient au contact dans leur famille, eh bien ce qui se passe, c'est qu'ils nous parlent de ce moment de prise de conscience. Un moment de prise de conscience qui n'a rien à voir avec la socialisation primaire et qui vient quand même très très souvent, évidemment on ne peut pas le quantifier, c'est une enquête ici qualitative, mais qui vient très très souvent d'une information reçue sur Internet, une vidéo choc, quelque chose qui les a surpris et qui tout d'un coup leur a fait prendre conscience de leurs propres mots que finalement il fallait faire quelque chose, il fallait agir. Et eux sont dans un autre cas de figure. C'est bien souvent le début d'une quête d'information qu'ils associent au début de leur engagement. Ils ont commencé à mieux s'informer, à chercher, à finalement rejoindre ceux qui avaient déjà une information reçue dans la socialisation primaire pour pouvoir les rejoindre et avoir le sentiment d'avoir le même niveau d'information. Alors, c'est intéressant parce que, évidemment, ce sont des lignes démarquées de façon qualitative par des individus avec deux parcours complètement différents, mais qui fait qu'on se rend compte que même lorsqu'il n'y a pas de socialisation primaire à l'engagement, certains vont avoir des déclencheurs très forts, avec des charges émotives très fortes, qui vont devenir pour eux des déclencheurs de leur décision de s'engager. Alors, il y a une chose quand même très importante qu'on a vue, et là, il y a tout un champ lexical dont on pourrait parler, mais il faut savoir qu'on n'a jamais posé de questions sur la culpabilité, sur la honte, sur le sentiment d'insuffisance. Ce n'est pas quelque chose qui nous intéressait a priori. Mais dans les discours, ça revenait très, très souvent. Et il y a un mouvement qu'on a vu apparaître, c'est finalement une transformation que j'ai envie de dire, un déplacement du sentiment de honte. Alors, évidemment, je prends ça comme exemple. Ce ne sont pas tous les jeunes qui ont vécu cela, mais ça va nous permettre de réfléchir au mouvement que je vais essayer de vous décrire, qui est un mouvement, évidemment, dans le processus d'engagement de surresponsabilisation de l'individu. Alors, je vous explique. Beaucoup de jeunes commencent en disant, en gros, moi, j'ai honte ou j'avais honte d'être un occidental qui pollue, qui fait partie d'une société riche, qui fait partie d'une société capitaliste, qui s'impose et qui ne respecte pas les règles, des règles presque morales, pour pouvoir vivre dans un monde qu'on pourrait considérer comme même éthique. Et ces jeunes-là vont décrire une honte, j'ai envie de dire, initiale, une honte, j'ai envie de dire, qui est presque le socle de base de leur décision de s'engager. Alors, je vous donne un extrait d'entretien qui vous donne un exemple, mais il y en a des dizaines, pour ne pas dire davantage. Donc, c'est Lisa, 20 ans, qui nous dit « Il y avait une part de honte par rapport au fait que je fais partie de ces personnes privilégiées, qui, il faut le reconnaître, détruisent le monde,
avec beaucoup plus d'impact que d'autres personnes, d'autres sociétés, d'autres peuples qui sont plus pauvres. Et donc peut-être cette notion de culpabilité, de me dire, ben je vais passer 20 ans de ma vie à provoquer indirectement des guerres, des famines, un peu partout dans le monde. Alors c'est intéressant parce que il y a ce sentiment de honte, on va y revenir hein, de qu'est-ce que la honte veut dire d'un point de vue sociologique aussi. Euh, il y a ce sentiment de honte et on se rend compte que l'entrée dans le processus d'engagement va permettre, semble-t-il, pour ces jeunes, de faire disparaître ce sentiment de honte. Mais attention, on se rend compte qu'il n'y a pas une disparition du sentiment de honte, mais un risque de déplacement du sens que peut prendre la honte. Je vous explique. Je vous donne un autre exemple, c'est que certains vont nous parler de ceci, évidemment pas tous les jeunes que nous avons rencontrés, mais certains vont nous dire, à partir du moment où je me suis engagé comme étant un défenseur de l'environnement, que je me suis engagé pour la cause climatique, eh bien, j'ai dû composer avec quelque chose qu'on pourrait appeler à la Goffman une étiquette pardon, d'écolo. Alors, une étiquette d'écolo. Et certains vont nous dire, en fonction des milieux interactionnels où ils vont se retrouver, que cette étiquette est sujet à stigmate, hein, c'est-à-dire à moquerie, c'est-à-dire à dire, oh, l'écolo de service, encore toi, tu vas encore venir nous embêter avec tes valeurs, avec tes idées. Mais forcément, ces jeunes vont être dans certains milieux où tout ça va bien se passer. Mais lorsqu'ils passent dans un autre espace, parfois familial, parfois le groupe d'amis A, B, C ou l'école, vont finir par être confrontés à ces regards moqueurs, à ces risques de conflit. Et vous verrez cet après-midi, dans l'enquête quantitative qu'on a produite, que les pourcentages de gens qui déclarent s'être fait moquer pour leur conviction environnementale est quand même encore très élevé, alors qu'on peut penser que ça devient la norme. Or, ce qu'ils nous disent, c'est que dans certaines situations, ce n'est pas la norme et ils sont confrontés à cette difficulté de pouvoir exprimer leur engagement. Et donc, on a des déclarations de jeunes et de moins jeunes qui sont un peu plus âgés, qui ont 22, 23 ans, qui nous disent quand j'étais petit, c'était honteux d'être colo ou alors c'était un peu caché, c'était un peu marginal, mais maintenant, c'est beaucoup plus facile de pouvoir dire oui, j'ai un engagement écolo, puisque cette personne fait partie maintenant d'un mouvement. Et vous savez, on était au Québec il y a quelque temps, on avait un peu fait cette même intervention, et on a posé la question, est-ce que vous pensez que ça correspond à la réalité des jeunes? Et c'était très intéressant, parce que certains ont commencé à dire, parce qu'on était au Québec, ils ont commencé à nous dire, ah oui, mais ça c'est probablement parce que c'est en France, parce qu'au Québec, c'est la norme, jusqu'au moment où quelqu'un a levé la main, non pas en tant que chercheur, mais en tant que maman, en disant, mais je suis désolé, ma fille de 14 ans, elle est engagée, et elle ne revient pas toujours avec un sourire aux lèvres lorsqu'elle rentre de l'école. Et alors, c'est intéressant parce qu'on pourrait penser que le cadre normatif actuellement, qu'il y aurait un cadre normatif complètement favorable à l'expression de l'engagement écologique. Or, on se rend compte que du fait de la multiplicité des espaces où ces jeunes se retrouvent, eh bien, ils finissent tôt ou tard par être confrontés à ce risque de l'invalidation ou de la disqualification. Et Mathias Piscoda le montrera probablement, mais on ne sera pas surpris que certains jeunes vont par la suite se rassembler dans des espaces qu'ils appellent eux-mêmes des safe spaces. Bon. Alors, vous voyez, un déplacement vers un statut d'écolo, mais il y a, bien sûr, la plupart des jeunes vont finir par dépasser ce risque. Et on va arriver à une troisième étape, ou troisième définition de la honte, qui est tout à fait différente, et je vous lis un extrait. Je pense qu'il n'y a pas de honte, c'est Evan, 23 ans, je pense qu'il n'y a pas de honte à donner son avis sur une crise et sur des enjeux qui nous concernent personnellement. Après, j'ai fait des erreurs. Après, j'ai fait des erreurs dont j'ai pu avoir honte après des débats, ou même des actions où je me suis dit, merde, ça pollue quand même tout ça. Mais le fait de donner mon avis, jamais. Alors, vous voyez qu'il y a un déplacement du sentiment de honte. C'est que la honte n'est plus une honte qu'on pourrait appeler d'appartenance, du fait d'appartenir à la société occidentale. Ça se transforme en honte de ne pas être à la hauteur de ses convictions, avec toute cette difficulté à étayer le sentiment d'être cohérent entre ses actions
et son régime de valeurs. Et donc, la honte n'est plus vécue d'un point de vue, j'ai envie de dire, d'une appartenance, mais bien, elle va être évaluée et mesurée à l'aune de ses propres gestes qui sont évalués, mesurés, calculés. Et si on prend bien le discours des militants, on finit par avoir l'impression que dans tous les espaces, dans tous les moments, les actes posés peuvent être sujets à mesure, à évaluation et finalement à remise en question. Le déplacement du sentiment de honte, qui est extériorisé au départ, devient une responsabilité personnelle qui incombe à l'individu. Alors, c'est intéressant, c'est comme s'il y avait une forme de surresponsabilisation et on imagine bien les difficultés qui peuvent s'en suivre. Alors, il y a différents types de honte et ça se transforme, bien entendu, par la suite en une peur de ne pas être à la hauteur, voire par une peur de ne pas être crédible. Alors, je ne vous lirai pas évidemment tous les verbatims qu'on a accumulés, mais vous avez ceux qui nous disent « Je ne me sens plus légitime parce que j'ai peur de ne pas avoir les bons mots pour pouvoir m'exprimer. » Vous en avez d'autres qui ont peur que l'impact de leurs paroles va avoir un impact opposé à ce qu'ils attendaient. Et dans les discours en permanence, on voit une surresponsabilisation de ces jeunes engagés dont le quotidien semble en permanence sujet à une mesure. Alors, c'est intéressant parce que d'un point de vue sociologique, il y a un déplacement du sentiment de honte et je vais prendre ici une citation de Vincent Dolgoljac qu'on connaît bien, qui nous parle de deux types de honte et on peut imaginer que le processus d'engagement favorise chez certains jeunes un déplacement de ce sentiment de honte. Alors, il nous dit, bon, la honte est un sentiment d'abord psychologique qui a des effets de contrôle social. Elle évite au sujet de se couper des normes et des valeurs qui sont au fondement du contrat social qui les relie entre eux. Elle est le signe d'une altération de la reconnaissance sociale, attention, soit du côté de la société, lorsqu'elle frappe d'indignité ou d'exclusion certains de ses membres, donc une altération de la reconnaissance sociale, soit du côté de la société, j'appartiens à une société polluante, capitaliste, soit du côté de l'individu, lorsqu'il y a une contradiction entre identité prescrite, l'identité souhaitée et l'identité requise. Et vous avez vu que dans l'exemple que je vous donne du déplacement de la honte, vous êtes au départ dans le premier cas de figure, une honte d'appartenance, avec un déplacement vers une honte lorsqu'il y a contradiction entre l'identité prescrite, l'identité souhaitée et l'identité requise. Alors, c'est questionnant parce que, évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas favoriser l'engagement, mais la question qui se pose, c'est que lorsqu'on favorise l'engagement, est-ce que même les dispositifs, mais là je repose la question à ceux-mêmes qui connaissent beaucoup mieux que moi les dispositifs, est-ce que les dispositifs prennent la pleine mesure de ce que faire entrer un jeune dans un processus d'engagement peut parfois provoquer en termes de surresponsabilisation de l'individu et des dommages parfois collatéraux qu'on voit de plus en plus. Alors, du côté de l'écologie en particulier, il y a des choses intéressantes. On le voit, on a posé des questions évidemment sur la nature. On leur demandait c'est quoi la nature pour toi, parce qu'on sait depuis très longtemps, les écologues le montrent depuis très longtemps qu'il y a un lien fort entre l'attachement à la nature, les bienfaits ressentis à la nature et l'envie de s'engager en faveur de l'écologie. Et on a posé des questions, et quand on était avec l'équipe et qu'on revoyait et qu'on relisait les entretiens, à un moment donné, on s'est dit, mais quand ils nous parlent de nature, est-ce qu'ils nous parlent toujours de la même chose? Parce qu'il y avait des registres différents qui semblaient, on ne semblait pas parler toujours de la même chose. Et en fait, on s'est dit, ah mais quelque part, parfois quand on parle de nature, on est sur un registre qu'on pourrait qualifier d'intime, c'est-à-dire qu'on est en train de parler de nature intime. C'est de notre animal de compagnie, de la marche en forêt qu'on aime faire avec grand-maman, du littoral qui fait partie de notre quotidien. Vous savez, la nature intime, ce qui fait partie de votre quotidien. Et d'un autre côté, à un moment donné, on est sur un autre registre, ce qu'on pourrait appeler la nature globale, où on est là sur le registre de la biodiversité, des écosystèmes,
Oui, il y en a qui nous disaient même c'est l'infiniment grand ou l'infiniment petit. C'est quelque chose qui n'est pas appréhendable par les sens et qui est beaucoup plus théorique. Or, c'était vraiment intéressant pour nous parce qu'on s'est rendu compte que finalement, le passage dans le discours de la nature intime à la nature globale était un facteur de risque. C'est-à-dire que ça demandait une maîtrise intellectuelle qui venait s'immiscer dans ces interactions pour des jeunes qui disaient, mais finalement, c'est des concepts que je ne maîtrise pas trop, c'est des choses que je ne peux pas défendre. Et finalement, il nous disait, parce que le débat sur l'environnement est beaucoup axé sur la nature globale, il y avait une forme d'argument de délégitimation, puisque dans les interactions, ils se retrouvaient à devoir expliquer des choses sans perdre la face, vous l'avez compris depuis le début, et ce qui compliquait évidemment leur prise de position. Alors, vous voyez, pourquoi je dis ça? Parce qu'on peut imaginer que lorsqu'on fait de l'éducation relative à l'environnement et que des jeunes n'osent pas prendre la parole et parler, on peut imaginer, de notre point de vue, qu'il n'y a pas de désir d'engagement en face de nous, mais au fond, peut-être qu'on est seulement face à une situation où le risque de perdre la face est beaucoup plus important que la capacité ou la volonté d'afficher ses convictions profondes. Alors, il y a un décalage ici entre, finalement, qui est engagé et qui ne peut pas exprimer son engagement, ce qui est quand même une différence importante. Alors, vous voyez, c'est une pression supplémentaire qui semble peser sur les jeunes ici dans le domaine de l'écologie. Une autre pression supplémentaire, c'est évidemment le fait d'être jeune. C'est-à-dire que c'est presque unanime. C'est-à-dire que les jeunes de l'enquête nous disent, mais tu sais, le fait d'être jeune est un autre critère de disqualification, puisque quand on prend la parole, la plupart du temps dans les interactions avec les adultes, on est obligé d'emblée de légitimer sa parole parce qu'a priori, en tant que jeune, on n'aurait pas évidemment cette maturité nécessaire suffisante pour pouvoir être entendu. Et là, on a beaucoup de verbatim sur cette disqualification a priori, ou qui est peut-être une représentation des jeunes, mais on peut se poser la question si c'est expérimenté concrètement lors de leur confrontation au regard des autres. Alors, il y a différents jeunes qui nous l'ont dit, mais il y a ce double jugement, à la fois de par le discours qui est mené, c'est-à-dire autour de la crise climatique et sociale, et du fait qu'on soit jeune, et que donc en étant jeune, il y a ce jugement de l'immaturité, l'insouciance. Donc une peur, attention, donc il y a une peur de ne pas être assez exigeant envers soi-même, responsabilisation, et de ne pas être assez précis, par exemple. Donc, vous voyez, le fait d'être jeune, il y aurait un renforcement encore de la responsabilité qui incombe à l'individu de prouver qu'il serait légitime de pouvoir prendre la parole. Une troisième pression, c'est la nécessité d'être authentique. Alors, l'authenticité, on sait que c'est très problématique en sociologie parce que ça voudrait dire qu'on aurait un moi profond qu'on pourrait révéler. Bon. Mais le critère de l'authenticité revient très souvent, c'est-à-dire qu'en plus, il ne faudrait pas simplement être à la hauteur de ses convictions, être cohérent, montrer qu'on est légitime, il faudrait aussi être authentique, c'est-à-dire montrer que finalement nos actions seraient en cohérence avec un moi profond qui montrerait qu'on ne fait pas semblant d'être engagé, mais qu'on est bien là pour une cause. Alors, il y a Rosie, 18 ans, qui nous dit ce serait bien qu'on soit tous engagés, mais il faut que ce soit avec le cœur. Il ne faut pas que ce soit quelque chose d'artificiel. Si on est tous engagés, il faut qu'on le soit sincèrement et pas qu'on s'engage pour s'engager. Donc, sur le papier, oui, ce serait bien que tout le monde soit engagé. Après, dans la réalité, il faut vraiment que ce soit sincère et fait avec conviction. Alors, ça, c'est intéressant parce qu'on s'est rendu compte, et en partie on s'est intéressé aux réseaux sociaux, c'est que finalement, entre les jeunes engagés, il y a ce doute. Il y a le doute
est-ce que lui est vraiment engagé pour de vrai? Et c'est particulièrement bien ressorti lorsqu'on a posé des questions sur les réseaux sociaux. Par exemple, on posait la question, penses-tu que liker un contenu, est-ce que c'est une forme d'engagement? Oui, vous likez un contenu voilà, qui est clairement identifié comme étant engagé en faveur de la cause environnementale. Est-ce que c'est une forme d'engagement? Et là, si je vous posais la question, tout le monde, vous avez vos réponses. Certains disaient oui, oui, ben pourquoi oui, parce que quelque part, tu participes à un mouvement de mise en visibilité. Mais ceux qui doutaient nous disaient de différentes façons, ça ne peut pas être un engagement, du moins ça ne peut pas être une preuve, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce que la personne fait en même temps en arrière. Et là, on avait des images un peu caricaturales de celui qui like un contenu engageant en faveur de l'écologie en mangeant du McDo. Vous voyez un petit peu la contradiction. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est ce principe d'authenticité qui est en arrière-plan. C'est-à-dire comment je fais pour savoir si la personne en face de moi est une personne authentiquement engagée. Et ça devient une pression d'autant plus parce que, étant donné que c'est un principe qui est intériorisé, ça voudrait dire qu'en plus, vous avez compris, de montrer qu'on est cohérent, de montrer que sa parole a de la valeur auprès des adultes, d'accepter, de montrer voilà, qu'on va toujours répondre aux attentes, qu'on est dans les différents espaces en phase avec soi-même, il faudrait en plus, comme vous le voyez, montrer qu'on est un engagé authentique. Alors, vous voyez, ce qu'on est en train de faire, c'est finalement, on est en train de décrire tous les obstacles qui peuvent, à la limite, pas nécessairement empêcher quelqu'un d'être engagé, du moins du point de vue de ses convictions, mais empêcher des jeunes d'exprimer leur engagement. Et ça me semble important d'intégrer cela, d'autant plus chez les professionnels qui vont accompagner des jeunes dans leur processus d'engagement, parce que les réponses qu'ils pourraient avoir, c'est-à-dire des silences, la difficulté à dire oui, oui, j'ai envie, non, non, cette difficulté-là ne suppose pas que les convictions ne sont pas acquises. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être, mais ça c'est une hypothèse à discuter, peut-être que parfois on travaille sur les convictions, alors que les convictions sont peut-être déjà acquises, mais que le problème est un problème de modalité, d'expression de ce qu'ils ont au fond d'eux comme conviction. Hein, ce qui est quand même différent comme travail. Alors, je ne vais pas m'attarder plus longtemps parce que je vais laisser la place à Mathias Psychoda qui va nous parler en particulier de ce qu'on peut voir à travers une étude, une observation en ligne. Mais je vais terminer avec seulement ceci. Vous voyez, c'est une invitation à voir l'engagement comme une performance, hein, c'est-à-dire une performance au double sens du terme. Performance au sens d'une forme d'excellence à atteindre. Hein, et pour ceux qui savent un petit peu où je me situe, évidemment, il y a beaucoup de Nicole Aubert et de Vincent de Goljac en arrière-plan de tout ça, parce que finalement, il y a une forme d'excellence, il y aurait une excellence à atteindre pour certains jeunes dans le domaine de l'engagement. Et évidemment, peut-être que dans des dispositifs cadrés, c'est différent, mais pour des jeunes qui veulent s'inventer un processus personnel, ben, ils se retrouvent à devoir trouver eux-mêmes les limites de leur engagement, d'où probablement des incidences, j'ai envie de dire, problématiques, parfois même du point de vue de la santé mentale. Et l'autre performance, c'est dans le sens où finalement, on est dans la production d'actes engagés, et ça c'est une question que je me pose et que je pose, c'est-à-dire qu'on est face à des jeunes dans les entretiens qui nous disent oui, je produis des actes engagés, mais qui ont beaucoup plus de mal à nous dire je suis une personne engagée. Et ça, c'est intéressant, c'est-à-dire c'est comme si finalement on produirait de façon ponctuelle dans certaines situations, à certains moments de sa vie, des actions qu'on considère comme engagées. Donc, on performerait une identité de personne engagée dans certaines situations, mais on aurait du mal de plus en plus à faire le fil directeur dans le temps, d'où peut-être cette difficulté des jeunes qui se déclarent eux-mêmes comme étant engagés pendant les entretiens, à nous dire finalement, ben, en te parlant, je doute un peu de ma capacité à me dire comme une personne pleinement engagée. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vais donner la parole à Mathias Piscola. Merci.